J'accueille Greg Basso. Je crois qu'on va faire une interview acteur studio. Alors, est-ce que tu pourrais nous jouer la peur? Pas mal. La sobriété. La colère. Un homme qui dit je t'aime avec les yeux. Oh putain, arrête. Avec la bite. J'ai la... Est-ce que tu peux nous jouer l'homme qui veut faire comprendre à une femme qu'il la veut là, tout de suite, maintenant? Je sais que tu es marié, t'inquiète pas, je sais que tu as une petite fille. Mais tu m'as jamais tenté. Non, mais là, Non, fais-nous le truc sérieux. Si, fais-le sérieusement. Non, ça la gêne apparemment. Mais ça la gêne pas du tout, elle est comédienne comme toi, enfin. Que je la mange maintenant? Non, pas que tu Non, la tu manges, manges que tu pas. la regardes comme Je tu l'aimes mange vraiment. aussi. Ouais, bah, elle va se manger sa main. Tout le monde en a parlé à retrouver Greg Basso à Paris. Je me rends à l'hôpital Robert Debré pour rejoindre l'association dont je suis le parrain. Depuis plusieurs années, il est en effet engagé auprès de l'association Navy et surtout envers ses fondateurs, la famille Carpentier. Oui, bon. Merci d'être là. De rien. Où il va le vieux? Au programme aujourd'hui, une livraison d'ordinateurs portables. Grâce à Greg, l'association a déjà pu offrir à l'hôpital des lits ou encore des télévisions avec lecteur DVD. Les ordinateurs d'enfants, au moins tu peux leur mettre les jeux, les machins. Donc voilà, on a 19 ordinateurs qui sont un peu anciens, mais qui sont équipés de plus de 400 jeux à l'intérieur pour les gamins. Et, Jeux éducatifs. à leur disposition, des jeux éducatifs, des jeux ludiques. Et voilà. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à l'association Navy surtout, plus qu'à moi en particulier. Merci à lui aussi, là. Parce que sans toi, en fait, ça aurait pas existé tout ça. Ces moments privilégiés sont aussi l'occasion de passer du temps avec Raphaël, dont Greg est devenu très proche. C'est le petit frère, tu sais, je suis comme le parrain, tu es obligé de faire gaffe un peu, je me fais du souci. Mais je vois qu'il est courageux, ce bonhomme, il est beaucoup plus courageux que moi et que tous les gens que je connais. Merci à vous. Merci en courant de la suite. Comme d'hab, hein. Allez, nickel. C'est déjà l'heure de se quitter. Greg retourne à sa vie professionnelle, direction Bruxelles. Et c'est son ami et associé qui l'accueille pour une après-midi bien remplie. Ça va? Et toi? Alors, c'était le voyage? Ça a été, oh, ça va, c'est rapide. Une heure et quart. Là, j'arrive de Paris et me voilà à Bruxelles. Parce qu'on organise une grosse soirée ce soir à Bruxelles avec David, avec un gros DJ d'Ibiza et moi-même au platine aussi. Allez, on y va. Là, on va suivre, moi je vais le faire discrètement parce que je veux pas trop me faire voir pendant la parade, mais on va suivre l'équipe qui fait la parade et qui va distribuer un peu des flyers pour la promo. Discrètement, oui, enfin pas facile, hein, dans un énorme 4x4 limousine. Et avant la soirée, Greg s'accorde une pause détente. Enfin, c'est sans compter sur les galères d'organisateurs. Bordel, parce qu'on a un DJ qui a raté son avion là. Qui a raté son avion, il est une petite galère et il a raté son avion, donc on essaie de résoudre le problème, et soit de lui reprendre un deuxième billet, soit de le remplacer par quelqu'un d'autre, et puis voilà quoi. Ça fait 9 ans qu'on est potes, on se voit tous les mois de toute manière. On se voit tous les mois, je connais très bien sa femme, ses enfants, tout ça. Je vais souvent chez eux. Là, on va au club où on organise la soirée ce soir. On va à un très bel endroit, tu vas voir. Un très très bel endroit. T'es jamais allé, toi, Lino, là-bas? C'est super beau. Deuxième galère, avec le GPS cette fois. Pas facile de tout gérer. J'ai du mal, hein. Préparez-vous à tourner légèrement à droite. Non, mais c'est une blague. Légèrement à droite. Non, à droite, c'est là-bas, donc faut pas aller là-bas. C'est pas par là-bas. Va par là. Par là. Ça, c'est des conneries. Enfin arrivé, Greg ne perd pas de temps et alors que la soirée approche, la pression commence un peu à monter pour le DJ et son impatience aussi. J'aime bien que quand j'arrive dans la soirée, et particulièrement quand c'est ma soirée, que tout mon matos soit déjà prêt, que j'ai plus qu'à me brancher et à m'éclater un petit peu avec, quoi. Et que tout marche correctement, les essais sons, les machins, parce que quand le son est pas bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Très exigeant quand il s'agit de musique, le caractère du sudiste se fait sentir en cas de problème technique. Qui a éteint, David? C'est toi qui as éteint, là? Non, c'est juste pour voir si ça marchait. Ça m'a inquiété, là. J'ai eu peur, hein. Ouais, attends, moi aussi. Cat.
Finalement, tout est prêt. Greg file à son dernier rendez-vous, la visite d'un club qu'il va reprendre avec son ami. Emballés par le lieu, les deux associés imaginent déjà la transformation. Là-bas, tu vois, les gens, la piste, après, c'est tout ça. Non, c'est bien, c'est bien. Il est bien le club. Greg deviendra-t-il le nouveau roi de la nuit bruxelloise? À suivre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Grégory Bassot. Grégory, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 20 avril 1974 à Manosque, en Haute-Provence. Père, chef de chantier sur les lignes à haute tension, ce qui fait que vous voyagez dans toute la France. Vos parents vivent en caravane et c'est le dépaysement toute l'année, quoi. Quand tu es tout petit, tu t'en rends pas compte, en fait, mais c'est quand tu vis que tu te rends compte que tu as eu une vie un peu particulière. En fait, jusqu'à mes 8 ans, j'avais pas vraiment d'endroit fixe. Ouais, C'était toujours d'un endroit à l'autre, mais ça pouvait être 2 mois là, 3 mois là, 8 mois là. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de faire d'attache avec des gens et de te faire de vrais amis non plus, quoi. Alors, quand vous avez 8 ans, naît votre petite sœur Johanna, et là, vos parents décident de se poser à Valréas, donc... Dans le Vaucluse, là d'où mon père venait, en fait, et où mes grands-parents avaient une maison. Alors, à l'école, vous préférez le foot et le judo, plus tard la muscu, aux études. Et à 16 ans, vos résultats scolaires fléchissent sérieusement. Vous aurez du mal à avoir le bac. Ouais, alors que j'avais plutôt des grosses capacités, j'avais des super résultats à l'école toujours. À partir du moment où je suis parti en internat, je suis parti en live. J'ai commencé à partir un peu en live, ouais. Alors l'été, pour gagner un peu de sous, faites des petits boulots, comme ça que vous apprendrez la maçonnerie. Ouais. Voilà. Mais d'autres aventures vous tentent. C'est en terminale que vous quittez le droit chemin pour la première fois. Avec une bande de potes de votre classe, vous piquez les ordis. Voilà, vous la jouez un peu gangster. Ouais, gangster, pas trop, non, petit con plutôt. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que vous faites filmer dans la station-service en train de payer avec le chéquier volé en même temps que les ordinateurs. Vous prenez 12 mois avec sursis. Ouais. Bon. Là, vous devenez étudiant à Montpellier. Juste après, ouais. Et pendant 3 ans, avec votre pote Karim et toute une bande de rêveurs, vous allez vous défoncer à l'acide et aux extas. Vous finirez quand même par prendre 25 extas par week-end, quand même. C'est arrivé une paire de fois où vraiment on s'est mis mais dans des états pitoyables, quoi. On s'en rendait pas compte, en fait. On était dans notre délire, on était dans nos rave parties, on aimait cette musique et c'était presque normal pour nous d'en prendre, alors que ça l'était pas du tout. Mais on était dans un petit monde parallèle, je dirais. Ouais, c'était une petite bulle, en fait. Alors évidemment, vos études passent vite au second plan. La fac devient un minuscule détail dans votre vie. Ouais, c'est clair. La fac, c'était plutôt le rendez-vous des copains et des copines qu'autre chose à la fin. Ouais. Et le jour où vous faites un mauvais trip, vous décidez de diminuer la cam, mais vous devenez dealer. En fait, j'ai commencé petit à petit à faire des rave parties, à me défoncer un petit peu le week-end. Et puis au bout d'un moment, comme j'avais pas spécialement d'argent, pour t'acheter ta consommation, tu en achetais une dizaine et t'en revendais 8, t'en gardais 2 pour toi. Et c'est venu comme ça, c'est devenu un engrenage, en fait, jusqu'au jour où je rencontre... le fameux G. Voilà, la fameuse personne qui me propose un deal un peu plus gros. Voilà, alors là, c'est la grande vie, hein. Vous prenez un appartement de 95 mètres carrés à Montpellier, vous dînez au restaurant, vous offrez des bouteilles à tout le monde dans les boîtes, hein. Ouais, c'était l'époque de débilité, je dirais, aujourd'hui, avec du recul. Ouais. Vous partez en vacances à Ibiza, Saint-Barth. Puis on invite tout le monde, enfin j'ai invité un peu tout le monde, évidemment, on payait les billets, on payait tout à tout le monde, parce que c'était nos amis, c'était un peu comme des frères, on faisait confiance à tout le monde. Et c'était vraiment une bulle, on était dans un monde à part, on se rendait pas compte de la réalité, en fait. On était complètement sortis de la réalité, de la vie réelle. Alors c'était à cette époque que vous essayez de devenir mannequin à Paris, mais en fait vous redescendez chaque week-end à Montpellier, toujours pour faire toujours pour faire la fête et pour continuer le reste, quoi. Ouais. Et en 1997, tout va basculer. En plein milieu de l'été 97, je suis prévenu par un ami qui habitait dans le sud de la France, dans le village de mes parents, qu'un des mecs que je fournissais moi à une époque s'était fait attraper et m'avait balancé. Donc là, branle-bas de combat, j'essaye de prévenir tout le monde, histoire que tout le monde essaye de s'organiser, soit qu'on se casse, qu'on reste en cavale, ce que moi je fais d'ailleurs, soit qu'on s'organise pour limiter la casse. Ouais. Et ça devient vite compliqué parce que je vois que les gens ne me prennent pas au sérieux et puis ils se font arrêter les uns après les autres. Et moi. Et là, à ce moment-là, vous êtes en cavale. D'Ibiza, je vais à Barcelone et là, j'essaie de trouver des papiers pour partir en Uruguay. Je voulais partir. Je me suis dit, c'est bon, je lâche tout. Mais... Ouais. Et avant de partir, vous voulez revoir vos parents et ce sont eux qui parviendront à vous convaincre de vous rendre. Ouais.
Et c'est quand je les ai vus à Barcelone que j'ai vu ma mère pleurer, que j'ai vu mon père pleurer également. Et mon père, c'est un vrai bonhomme. Ouais. Je l'avais jamais vu pleurer. Ça m'a touché, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai ressenti la tristesse qu'ils avaient en eux et j'ai dit je peux pas leur faire ça. Je leur ai dit t'as fait le compte, tu vas payer, tu vas assumer, tu vas rentrer comme un grand. Là, vous vous retrouvez en prison à Avignon et à Tarascon après le procès. Vous prenez 5 ans ferme, mais vous serez 5 ans ferme. libéré au bout de 2 ans et demi quand même. Pour bonne conduite, en liberté conditionnelle. Bonne conduite. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir mes premières permes, je sortais 2-3 fois de la prison par semaine pour donner des cours de rugby aux gamins du club de Tarascon. Donc ils voyaient que j'étais quelqu'un à qui on pouvait avoir confiance. Ouais. J'avais une promesse de boulot à l'extérieur, j'avais ma famille, ils voyaient que je n'étais pas non plus un voyou, un fou quoi. Je n'étais pas un mec violent ni quoi que ce soit. Ouais. Alors là, vous devenez l'assistant d'un pierceur dans le Marais. Ouais. C'est vrai que j'ai tout fait. Je bosse dans un magasin de piercing et je vends des piercings et des tatous. Ouais. Vous êtes vendeur de fringues dans le Sentier, hôte dans des salons et stripteaseur. Déception sentimentale, un pote à moi qui me propose un plan pour être Chip 'n Dale, pour faire un casting de Chip 'n Dale aux Folies Bergères. Ouais. Et là, je me dis, bon, je suis un peu pudique quand même, je ne sais pas danser du tout, je suis très pâteau et je me dis, bon, je vais y aller. Et en fait, je fais le casting, ça se passe bien, j'enchaîne et je commence le jour même. Ouais. Et pendant 5-6 mois, on est resté aux Folies Bergères à se mettre en string tous les soirs devant 1000 à 1500 nanas tous les soirs en furie, ça fait bizarre. Et après, vous voyagez, vous allez en Turquie, en Tunisie. En fait, j'ai fait plein de voyages grâce au strip, grâce au gogo en particulier, parce que j'aimais pas trop le strip, je me sentais pas vraiment à l'aise. J'étais un peu timide quand même, malgré tout. Mais ça m'a permis de beaucoup voyager. Ouais. Alors à l'époque, votre boulimie sexuelle remplace l'addiction à la drogue. Hein. Mais disons qu'à une époque, j'ai plus de sexe du tout pendant longtemps et je crois que je me suis rattrapé par la suite. En fait, j'ai fait une petite boulimie sexuelle. Ouais. Ensuite, vous devenez Tarzan à Euro Disney. Alors là, vous passez quand même 6 mois en pagne dans la jungle, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors, pour moi, bosser à Euro Disney, ça a été une des meilleures expériences de boulot que j'ai eu dans le milieu artistique, je pense. Il y avait une super ambiance, on était une 60aine sur scène, il y avait vraiment un truc, il y avait une magie là-bas. On parle de Disney, tout ça, mais moi je parle de tout ce qui se passe dans les backstage. Et Tarzan, c'était pas juste faire la parade et faire le pitre dans la parade, bien que ça, ce soit dur aussi. C'était vraiment des numéros de cirque, des sangles, des trucs vraiment physiques que j'avais jamais fait de ma vie, pour lesquels j'étais formé pendant un mois. Je peux vous dire que j'ai galéré, j'ai encore les cicatrices aujourd'hui. Ouais. Après, vous faites des films érotiques. J'ai fait quelques clips de charme, moi j'appelle. Bon, on peut dire des films érotiques, mais c'était pas vraiment des films. C'est pas du porno, quoi. C'est pas du porno, il n'y avait pas de dialogue, on voyait pas mon sexe, ni quoi que ce soit, non. On voyait pas ce qui se passait après non plus, mais... Finalement, jamais personne l'a vu, votre sexe. Non. Personne, et je sais pas qui l'a vu, mais... Ni aux Folies Bergères, ni à l'époque des films. Folies Bergères, c'est arrivé une fois par inadvertance, par accident, ouais. Alors c'est là que TF1 vous choisit pour être Greg le millionnaire dans une émission de télé-réalité. Alors le pitch, c'est un millionnaire qui cherche la femme de sa vie. Voilà l'histoire. Donc vous avez une maison à Ibiza et vous accueillez toutes ces demoiselles qui essayent évidemment de se brancher avec vous. Alors vous virez Marjolaine. J'adore. Pourquoi vous l'avez pas pris, Marjolaine? Parce qu'elle était maligne et qu'il fallait que je la sorte du jeu parce que je savais très bien qu'elle savait que j'étais un imposteur et que je jouais la comédie parce qu'on s'était déjà croisés avant à l'époque et puis j'avais fait ce que j'avais à faire avec. Voilà. Ouais. Et vous choisissez Marika avant de lui avouer évidemment que vous n'êtes pas millionnaire. Avant de lui avouer, mais elle s'en doutait aussi un petit peu quand même. Ouais. Je pense qu'il y en a pas mal qui s'en doutaient dans la maison. Mais elle tombera amoureuse de vous après l'émission. L'un comme l'autre, on est tombés amoureux après l'émission, on est restés presque 1 an et demi ensemble. Ouais. Alors au moment de l'émission, évidemment, on ne parle que de vous. Quelles ont été les réactions de vos parents devant ça? Mes parents, c'est des gens très terre à terre, je veux dire, mais et qui ont beaucoup de recul vis-à-vis de tout ça. Déjà à la base, même si c'était à nouveau la télé-réalité, ma mère, elle disait oui, mais t'enflamme pas. Ils ont toujours été du genre à me dire si tu t'enflammes, on va te prendre un coup de pied au cul plutôt qu'autre chose. Ouais. Le seul truc qui les a, on va dire, saoulés, c'est qu'il y a eu ils ont eu des centaines d'appels anonymes et pendant 2 ans. Quoi. Ouais. Avec les médias, comment ça s'est passé? Avec les médias, ça a été bien par moments, ça a été plus dur par moments. Il n'y a jamais eu de trucs trop méchants. Je pense dans les médias, il y a eu des trucs un peu déformés, mais je pense pas qu'on m'ait tant massacré que ça non plus. Ouais. Les publics, les voici régulièrement, j'ai encore des articles de temps en temps, ça me casse pas. Ça peut arriver qu'il y ait un peu de cynisme. Ouais. Je pense que j'ai quand même une image assez sympathique pour la plupart des gens. Ouais. J'espère en tout cas. Vous avez gagné de l'argent? J'ai gagné de l'argent, j'en ai dépensé beaucoup, j'en ai regagné après, j'en ai redépensé, j'en ai regagné. Ma vie en fait depuis 9 ans que j'ai fait Greg le millionnaire a été assez comme ça, mais à chaque fois que j'ai eu un petit creux,
J'ai ma bonne étoile qui est revenue, comme c'est le cas en ce moment, et il se passe des choses formidables. Donc c'est cool. Et l'amour alors? Après Marika, j'ai rencontré Katrina, une Tchèque, avec qui je suis resté pendant presque 4 ans, 3 ans et demi. Le regret de ma vie, je pourrais dire aujourd'hui, je pense que j'aurais dû l'épouser, lui faire un bébé. Ouais. Je suis toujours pas marié, j'ai pas d'enfant, et ça me pèse un petit peu quand même. Ouais. Ça me pèse un petit peu. Quel a été le meilleur moment de cette époque, Greg le millionnaire? Je crois que c'est juste après l'émission, quand TF1 nous a obligés à partir en vacances forcées à Los Angeles et à Miami au Mexique pendant 1 mois et demi, et là j'étais au paradis. Quoi. Ah ouais. J'avais tout ce que je voulais, j'étais royal, c'était offert par TF1, et ça c'est tellement rare, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et le pire moment? Je sais pas si j'ai vraiment eu des sales moments, quoi. J'ai pas eu trop de sales moments, j'ai vraiment eu plein de bonnes expériences, j'ai beaucoup voyagé, ma vie a quand même pas mal changé grâce à ça. Alors ensuite, faites un peu de théâtre, un peu de télé, un peu de musique, on vous retrouve dans La Ferme Célébrité 3. C'est ça le pire moment. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Le pire moment de télé ou de quoi que ce soit de ma vie que j'ai eu pendant un bref instant, on va dire, c'est 3 mois, c'est cette émission en particulier. Ouais. Il y a des moments où j'étais là-bas, je me suis dit, je suis mieux en prison. Hein. J'étais mieux quand j'étais en prison. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Greg le millionnaire? Non, du tout. Non, du tout. Au contraire, aujourd'hui, on me reconnaît toujours beaucoup dans la rue, je suis encore pas mal sollicité, mais je suis quand même bien plus tranquille. Ouais. T'as pas des paparazzis qui te courent après, t'as rien du tout. Je suis royal, je veux dire. Vous avez de la rancune contre des gens? J'ai pu en avoir à une époque, mais je crois que plus que je vieillis, plus j'ai tendance à pardonner et même à oublier, en fait. Ouais. Alors, si c'était à refaire votre vie, Greg, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Les bêtises que j'ai fait quand j'étais à la fac, la prison, et partir en live comme ça. Les extas, quoi. Non, partir en couille tout simplement, alors que je viens quand même d'une bonne famille, j'ai eu une bonne éducation, j'ai des parents bien et qui m'ont donné une bonne éducation, et je sais pas pourquoi je suis parti en vrille comme ça. Pourquoi j'ai arrêté le judo alors que j'avais des super capacités aussi. Mon grand regret, en fait, c'est ça. Je crois que si j'avais jamais arrêté le judo, je devais rentrer en sport-études, j'avais un super niveau. Et c'est à partir de là que je suis parti en vrille, en fait. Bizarrement, à mes 16 ans. Il n'y avait plus le judo comme guide, comme cadre. J'étais compète, et après je suis parti en live. Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe quand vous serez mort? J'aurais pas de tombe, je me ferais incinérer. Ouais. Je suis comme les bouddhistes et comme les Indiens, j'aime bien. J'aime à penser que notre âme va s'élever vers le ciel ou qu'il y a une autre vie. Mais les fans, où est-ce qu'ils vont aller apporter des fleurs alors? Les fans, on ne vit pas pour les fans et les fans ne vivent pas pour nous non plus. Et bon, on ne sait pas où je serai dans quelques années. Très bien, merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Moi aussi, merci, ça me fait plaisir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.